Et tout de suite, place à l'invité de la rédaction avec Omar Baldé. Bonjour Omar. Bonjour Sana. Alors Omar, aujourd'hui, vous allez nous parler du mondial Qatar 2022 et les chances des sélections africaines dans ce mondial. Effectivement, le mondial a commencé hier. Les sélections africaines commencent à entrer en jeu aujourd'hui. On voit tout le temps pratiquement que jamais une équipe africaine n'a accédé aux demi-finales. Peut-être cette fois-ci, ce sera la bonne. Quelles sont les chances des équipes africaines? C'est ce qu'on va essayer de voir avec notre invité qui nous attend à Marseille, mais il connaît très bien le football africain. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur Médien TV. C'est parti pour le tant attendu mondial Qatar 2022. 5 équipes africaines sont en lice, dont le champion d'Afrique en titre, le Sénégal, qui entre en jeu cet après-midi face aux Pays-Bas. Un match qui en dira certainement long sur la suite des équipes africaines, dont on va essayer de voir quelles sont les chances dans ce mondial. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Anas Bakhar, il est journaliste sportif à Foot Mercato. Bienvenue à vous Anas Bakhar et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Omar, comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, le mondial a commencé hier et il le sera aujourd'hui pour les équipes africaines. Je le disais à l'instant, c'est le Sénégal qui ouvre le bal pour le continent en affrontant quand même une grosse cylindrée que sont donc les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Alors, cela dit, pensez-vous réellement que cette fois-ci, cette Coupe du Monde sera la bonne pour les équipes africaines? Chaque édition, on se dit que c'est enfin la bonne pour les sélections africaines. Tant on a de l'espoir de les voir enfin passer ce premier tour, comme là, ça l'avait été en 2018, notamment avec des équipes comme le Maroc qui s'était retrouvé dans une poule très compliquée avec l'Espagne et le Portugal. Le Sénégal, malheureusement, lui n'a pas eu de chance en tombant sur cette règle de fair play et les 2 cartons jaunes de plus par rapport au Japon qui les avait fait sortir de cette Coupe du Monde. Mais peut-être que cette fois-ci, enfin en 2022, on aura la chance de voir enfin une équipe africaine passer ce cap-là. Malheureusement, par exemple, pour le Sénégal, si on peut en parler tout de suite, c'est un peu plus compliqué avec l'absence de Sadio Mané pour cette compétition due à une blessure avec le Bayern Munich. Donc, est-ce qu'on aura autant d'espoir, autant d'espérance de les voir aller en 8e de finale ou même un peu plus loin dans cette compétition? La question se pose. En tout cas, on verra d'abord les premiers pas de ce Aliou Cissé sans Sadio Mané cet après-midi face aux Pays-Bas. Mais pour voir un peu les autres poules des sélections africaines, on peut parler notamment du Maroc, qui est dans une poule lui aussi très compliquée avec la Belgique, la Croatie et le Canada. Un groupe plutôt homogène. Et donc, ce qui fait que le Maroc, les Lions de l'Atlas auront 3 adversaires compliqués pour cette Coupe du Monde. À voir comment Walid Regragui, qui est arrivé seulement en septembre dernier, arrivera à galvaniser ce groupe. On a déjà vu justement un échantillon du Regragui Ball, si on peut en parler comme ça, face au Chili et au Paraguay en septembre dernier. Mais à voir face à des équipes de calibre supérieur comment elles se comporteront. Également du côté du Cameroun, qui a aussi un groupe très compliqué avec la Suisse, qui avait réussi à éliminer l'équipe de France à l'Euro 2021 il y a un peu plus d'1 an, et le Brésil, quand même, vice-champion d'Amérique du Sud la saison passée, champion à plusieurs reprises d'Amérique du Sud aussi, et sans oublier également ces 5 titres de champion du monde qui pourront faire très mal à cette équipe des Lions indomptables. Alors, je pense que vous avez balayé de façon globale pour la plupart des équipes. Alors, soyons très très réalistes. Quand on parle aujourd'hui du potentiel des équipes africaines, quels sont leurs atouts aujourd'hui? Parce que quand même, on prend le cas du Maroc et du Sénégal que vous avez cité, on n'oublie pas le Cameroun, ce sont de grands joueurs qui se trouvent dans ces équipes, qui jouent, qui font vibrer même ou font rythmer les plus grands championnats de ce monde. Donc, en termes d'atouts, quels sont les atouts à mettre en avant pour ces équipes africaines lors de ce mondial? Les atouts de ces 5 sélections africaines, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles jouent un football européen, parce qu'elles ont plusieurs joueurs qui sont issus des championnats européens, des 5 grands championnats européens. On le rappelle, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre
et l'Espagne. Donc déjà, ces effectifs fournis qu'ont ces 5 sélections africaines peuvent permettre de comprendre un peu plus le football européen. Comme on l'a dit justement, le Sénégal va affronter les Pays-Bas cet après-midi. Le Maroc affrontera la Belgique et la Croatie. Le Ghana sera quant à lui opposé de mémoire. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, mais c'est bien le Portugal qu'ils affronteront avec l'Uruguay. On a également la Tunisie qui affrontera la France et le Danemark, qui sont 2 gros poissons du football du jeu continent. Donc déjà, avoir cette possibilité d'avoir des joueurs qui connaissent le football européen, qui connaissent notamment le football français, par exemple pour les Tunisiens, avec le joueur de Montpellier, Wabi Kazri, ou encore justement d'autres anciens joueurs de Ligue 1 qui ont réussi dans d'autres championnats européens. Premièrement, donc cette connaissance du football européen, non seulement du côté des joueurs, mais également du côté des sélectionneurs, parce qu'on a 5 sélectionneurs dans cette Coupe du Monde qui connaissent bien le football européen. On en a 4 d'ailleurs sur les 5 qui ont joué en Europe, bien entendu. On va parler de Walid Regragui, Aliou Cissé, Rigobert Song ou encore Odo Atto et Jalil Kadri, justement, qui s'est très bien muselé les sélections adverses, comme il l'a fait face au Mali lors des barrages de la Coupe du Monde. Donc c'est 5 sélectionneurs qui ont connaissance de ce football européen, et je pense aussi que ces sélections voudront apprendre de leurs erreurs des éditions précédentes, comme l'avait fait le Maroc, ce manque d'efficacité terrible et qu'ils ont eu face à l'Espagne, au Portugal et à l'Iran. Une équipe comme la Tunisie aussi qui s'est frottée à des grandes équipes lors de la dernière édition avec la Belgique et l'Angleterre. Donc ce sont peut-être des erreurs qui ont été faites par le passé, mais grâce auxquelles il faudra avancer en espérant dans quelques semaines. Alors, des erreurs à répéter. Justement, ce qui quand même surprend chaque année, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les équipes africaines jouent un football européen, mais ne résistent pas face à leurs adversaires européens, entre autres dans ce mondial. Comment expliquer le fait que ces équipes-là, sur le plan national, ces grands joueurs sur le plan international, une fois en sélection nationale, manquent d'efficacité ? Je pense que d'abord, ces joueurs-là, justement à calibre international, on aurait pu parler de Sadio Mané s'il avait été malheureusement présent pour les Lions du Sénégal, d'Hakim Ziyech du côté du Maroc. On a également l'exemple des frères Ayou du côté du Ghana. Plusieurs exemples sont à noter, mais ce qui peut-être faire que les sélections africaines ne passent pas ce cap-là. D'abord, parfois, c'est d'abord le mental. On a toujours eu ce problème-là de dire que c'est les sélections africaines, notamment, je vais parler de l'exemple que je parle le mieux, en tout cas, le Maroc a toujours eu ce cap mental qui n'a jamais réussi à passer parce que il y a la volonté d'aller chercher un score qui n'est jamais vraiment présente dans l'esprit, en tout cas des joueurs. Il y a aussi peut-être cette connaissance peut-être de football entre les joueurs, ce manque peut-être de lien entre les joueurs des championnats locaux et des joueurs des championnats européens. Même les joueurs qui jouent dans plusieurs championnats européens ne pratiquent peut-être pas le même style de football, ce qui fait peut-être que ça les empêche de retrouver ces mêmes connexions-là sur le jeu, sur le rectangle vert. Et ce qui pourrait aussi être un souci peut-être pour les sélections africaines, eh bien c'est parfois cette surévaluation qu'ont souvent, par exemple, que ce soit les médias locaux, peut-être les suiveurs, etc., de se dire peut-être qu'on se voit trop beau parfois, comme ça avait été le cas d'ailleurs face à l'Iran, je rappelle pour les Lions de la Tasse qui s'étaient fait surprendre à la dernière minute par l'Iran, mais parfois se voir trop beau peut amener cet excès de confiance. Et je pense que pour toutes les sélections africaines, là maintenant justement, si on en parle aussi, le président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, avait vu le Cameroun gagner la Coupe du Monde en finale face au Maroc. Si on vient voir dans le plan purement sportif, c'est plus compliqué que ça, les probabilités sont moindres, mais l'espoir est toujours là. L'espoir peut toujours nous permettre d'aller voir une sélection africaine au moins déjà passer le cap des 8e de finale, et pourquoi pas une première dans cette Coupe du Monde au Qatar, de voir enfin une sélection africaine dans le dernier carré de la Coupe du Monde. Alors, le Sénégal, le Maroc, le Ghana, la Tunisie et le Cameroun sont donc ces 5 sélections. Sur la base de ces équipes, de ce qu'elles ont montré jusque-là, quelle équipe vous paraît être aujourd'hui jouer en tout cas le football qui lui permettrait d'aller le plus loin?
dans ce qu'on a vu en tout cas dans ces matchs de préparation depuis septembre, parce que c'est enfin le moment où on a pu avoir les 5 sélectionneurs en place, parce que le dernier arrivé était Walid Regragui en août dernier. Le Maroc me paraît celui qui peut être le mieux, l'effectif le mieux bâti, le mieux construit pour aller peut-être chercher une qualification, parce que si on parle peut-être des autres nations et de l'état des lieux de l'effectif, on a parlé de Sadio Mané malheureusement qui va jouer sans son attaquant vedette Sadio Mané. La Tunisie a toujours eu du mal malheureusement dans les phases de poule et tombe non seulement sur le Danemark qui avait réussi à en plus battre l'équipe de France en Ligue des Nations, donc ce seront 2 adversaires très coriaces pour les Aigles de Carthage. Du côté du Cameroun, là aussi, un groupe très compliqué parce que au-delà de la Suisse et de la Serbie qui peuvent être des adversaires abordables, on l'a dit justement, ces équipes-là peuvent toujours avoir un ascendant sur ces sélections africaines. Et la troisième, le Brésil, qui est considéré comme l'un des grands favoris pour aller chercher cette 6e Coupe du Monde dans leur palmarès. Et enfin, le Ghana, avec un groupe très compliqué aussi, très homogène, comme on l'avait dit pour les Lions de l'Atlas, avec le Portugal, l'Uruguay et la Corée du Sud. Je pense que pour ces 5 sélections-là, le plus important sera d'abord le premier match pour savoir déjà s'ils auront des points dans cette compétition, dans cette phase de poule, et ce qui leur permettra derrière de voir un peu comment organiser leurs 2 derniers matchs pour aller chercher enfin une qualification au 8e de finale. Alors, Anas, il y a aussi une question importante qui se pose depuis toutes ces années, c'est le nombre d'équipes africaines qui participent au mondial. Elles ne sont que 5, là où les Européens font plus du double, ou voire le double, ou je pense le double, beaucoup plus d'équipes sud-américaines. Alors, sur ce débat-là, qu'est-ce qui a été décidé pour les mondiales à venir, sachant qu'on se dirige vers une augmentation du nombre d'équipes participantes? C'est sûr que quand on voit que seulement 5 équipes africaines peuvent participer à la Coupe du Monde, alors qu'il y en a une cinquantaine, et qu'on sait aussi que dans le continent européen, il y a à peu près 50 pays, mais 13 pays qui participent à la Coupe du Monde, on se dit qu'il y a un fossé, un gap entre ces deux mondes de football-là. Mais malheureusement, je pense que la FIFA aussi organise cela en fonction du niveau des équipes. Il ne faut pas se cacher, le football européen est bien plus développé que le football africain. Le football africain se développe, là, je ne dis pas le contraire, mais il faut rendre à César ce qui appartient à César finalement, parce que ces nations-là européennes qui sont présentes toujours dans le dernier carré, certes parce qu'elles ont beaucoup plus d'équipes participantes, mais si on vient justement vouloir comparer l'Afrique à un continent, en tout cas une confédération qui peut être un peu plus comparable, ça serait l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud qui ne sont qu'une quinzaine de pays par exemple, ou une dizaine de pays si on considère le tour final des qualifications, mais qui obtiennent 5 billets pour la Coupe du Monde, 4,5 parce que le 5e affronte le barragiste de la zone Océanie. C'est sûr que quand on voit ça, on se dit qu'il y a une inégalité entre ces continents-là, mais malheureusement, quand on voit aussi les équipes sud-américaines qui participent à cette compétition, comme le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay, ce sont des pays qui ont gagné plusieurs fois la Coupe du Monde. Et pour revenir un peu sur la prochaine édition de la Coupe du Monde qui se déroulera au Mexique, États-Unis, Canada, l'Afrique aura 3 places de plus dans cette compétition parce qu'on passe de 32 équipes à 48 équipes. Donc ça laisse 3 jetons supplémentaires pour les sélections africaines. Déjà, ça mettra un peu plus de pression sur certaines sélections parce que au lieu d'aller chercher la qualification à 80%, qui était un objectif à 80%, quand on va voir ces 8 places-là, on va se dire que la qualification est obligatoire chaque édition pour ces fédérations-là. Donc ça va peut-être mettre un peu plus de pression. Et tant mieux, parce que ça leur permettra aussi d'aller développer justement un peu plus ces sélections-là, que ça soit par le staff, par les infrastructures sur place aussi, parce qu'on va se dire qu'on représente de plus en plus le continent africain et qu'il est important d'enfin montrer une meilleure image, une bien meilleure image sportive, bien entendu. Je parle du football africain pour enfin aller passer ce cap-là des demi-finales d'une Coupe du Monde. Passer donc le cap des demi-finales de ce mondial, ce qui n'est pas en tout cas impossible. Alors, autre question qui se pose, c'est le profil des joueurs. On l'a dit tout à l'heure, si on voit que presque, on prend le cas du Sénégal, qui est constitué quasiment
que de joueurs évoluant en Europe, dont la plupart sont même nés en Europe et dont certains ont joué dans les équipes inférieures de leur pays de naissance. Alors, cela dit, si on voit le profil de ces joueurs des équipes africaines aujourd'hui, que peut-on dire à ce niveau-là, Anas Bakhar? Ce qu'on peut dire sur ces sélections africaines-là, c'est que on se dit peut-être que comme ces joueurs-là sont nés en Europe ou ne connaissent pas vraiment leur pays d'origine, parce que justement certains joueurs n'ont pas eu la chance de pouvoir vivre dans leur pays d'origine. Je pense notamment à Hakim Ziyech qui avait justement été lui par exemple né aux Pays-Bas, qui a grandi aux Pays-Bas, donc même s'il a eu justement une éducation, on parle 100% marocaine, mais ils ont toujours eu ces critiques-là de se dire que ces joueurs-là n'ont jamais eu l'amour du maillot parce qu'ils n'ont jamais connu vraiment le pays comme des joueurs du championnat locaux. Et on sait justement que sur ces 5 sélections nationales dont on a parlé, leurs championnats sont très très forts sur le continent en tout cas africain, parce qu'ils se démarquent notamment lors des compétitions européennes. C'est sûr que quand on voit ces joueurs-là justement issus de l'Europe, souvent parce qu'ils ont reçu peut-être une meilleure formation, les performances sont plus intenses que celles qu'on connaît en Afrique. Le niveau aussi du football qui est proposé par ces joueurs-là est plus important, et ce qui peut apporter justement cette connaissance-là du football européen pour enfin aller déranger, aller titiller ces grandes sélections africaines, européennes, pardon, parce qu'on sait justement que dans l'histoire de la Coupe du Monde, plusieurs sélections ont réussi à aller titiller pourtant des grandes équipes. On peut en parler par exemple de la France en 2002 qui avait été battue par le Sénégal pour sa première participation. Personne ne l'attendait, alors que la France arrivait avec le meilleur buteur d'Angleterre, d'Italie et du championnat français à ce moment-là. En 2018, la Corée du Sud qui réussit à faire tomber l'Allemagne, alors que l'Allemagne sortait justement d'un titre de champion du monde là aussi en 2014. Ces équipes-là sortent de ce qu'on appelle la malédiction du tenant du titre, parce qu'on sait que le tenant du titre de chaque compétition derrière ne réussit pas à passer les poules. Ça a été le cas avec la France, l'Italie, l'Espagne et lors de la dernière édition l'Allemagne. Donc là, on ne sait jamais, peut-être que la Tunisie peut aller surprendre cette équipe de France pour enfin aller chercher un huitième de finale, mais je pense que ça sera le moment, en tout cas pour ces sélections-là, parce que peut-être qu'ils ont plus de pression, et cette pression peut être positive aussi pour ces joueurs-là qui viennent d'Europe et qui veulent représenter tout un peuple, tout un continent aussi finalement. Et enfin aller réaliser de meilleurs résultats positifs que lors des éditions précédentes. On l'espère en 2022, donc à l'occasion de ce mondial qui vient donc de démarrer. Merci à vous, Anas Bakhar. Je rappelle que vous êtes journaliste à Mercato Foot, donc basé en France. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Et merci pour l'invitation et bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne suite de programme et très bon mondial. Merci de nous avoir suivis.